Bonjour et bienvenue dans notre 4e épisode de l'Europe en clair. Et aujourd'hui, puisque je vous l'ai demandé en sondage, vous m'avez répondu que vous voulez parler de Bruxelles. Comprendre qu'est-ce que Bruxelles, quand on dit Bruxelles interdit, Bruxelles impose, Bruxelles a décidé de, concrètement, c'est qui, c'est quoi? Et justement, c'est une très bonne question puisque souvent nos gouvernements, nos politiciens, voire nos médias nous disent en fait des raccourcis qui nous cachent en fait la vérité, que Bruxelles n'est pas quelque chose de monolithique, lointain, par des eurocrates dans des tours isolées, mais en fait Bruxelles est une palette très coloré, plein de couleurs. Et donc, on va voir aujourd'hui, en une dizaine de minutes avant de passer aux questions-réponses, la réalité de Bruxelles. Quand on dit Bruxelles, qui fait quoi? Eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de couleurs et ça, c'est ce que je vais vous montrer en fait en vous montrant des exemples qui sont de nos récents débats. Par exemple, on va commencer avec la pêche. On était dans le Pas-de-Calais à Boulogne-sur-Mer, au nord de Boulogne-sur-Mer, à Wimereux, il y a une semaine, et on a discuté notamment de l'interdiction de la pêche électrique. Alors, quand on voit dans les médias que Bruxelles a interdit la pêche électrique, donc que les chalutiers néerlandais notamment utilisent les électrodes pour décimer les fonds marins, eh bien, en fait, c'est d'un côté le Parlement européen, on va dire que c'est la partie bleue, que vous avez élu si vous faites partie des 42% des Français qui sont allés voter en 2014, et aussi de l'autre côté, alors on va dire que c'est par exemple ce côté-là du tableau, nos gouvernements qui ont voté à la majorité qualifiée, donc en représentant 65% de la population de l'Union européenne, pour interdire la pêche avec des navires ayant des électrodes qui décimaient par exemple la sole pour la région Hauts-de-France. Donc concrètement, quand on dit qu'on interdit la pêche aux électrodes, la pêche électrique, ce n'est pas parce que Bruxelles l'a interdit de manière arbitraire, mais c'est bien parce que nos propres gouvernements ont négocié et nos propres députés ont aussi voté pour que cela arrive à cette décision. Et au départ, et c'est là que c'est le plus intéressant, qui a préparé cette décision-là? Eh bien, ce sont des représentants des pêcheurs, des représentants des employeurs et des employés, des syndicats, mais aussi des centres de recherche, des think tanks, des représentants d'entreprises, ce qu'on appelle aussi les lobbies dont on va parler dans un prochain épisode, et aussi les consommateurs, les représentants des ONG. L'ensemble de toute cette société civile-là est extrêmement vivant à Bruxelles et c'est ce qui en fait toutes les couleurs de ce tableau-là. Une fois qu'il y a une prise de décision démocratique, donc par nos représentants au Parlement européen et les 28 gouvernements, et bientôt 27, eh bien cette décision doit être appliquée. Qui doit l'appliquer? Nos États, nos régions, nos maires, mais aussi la Commission européenne qui doit se charger d'appliquer ces décisions-là. Mais elle-même n'est pas celle qui décide. Bien sûr, ce sont nos représentants. Prenons un deuxième exemple. Alors, on était tout récemment à Nancy avec l'EDEN, une association d'étudiants, et on a discuté du Brexit, mais on a eu aussi des questions très intéressantes sur la ruralité. Et on a donc parlé aussi des aides aux agriculteurs. Et il se trouve que souvent on dit l'Europe a décidé d'eux, l'Europe nous fait des conditions extrêmement rigides, ce qui est souvent le cas pour avoir ces subventions agricoles. Eh bien, en réalité, encore une fois, c'est beaucoup de différentes nuances. C'est d'abord le Parlement européen qui, en commission agriculture, va amender et décider des conditions d'octroi des subventions, de la politique européenne de lutte contre la pauvreté rurale, par exemple. Et de l'autre côté, nos gouvernements qui vont aussi faire tout un travail un peu moins transparent que le Parlement européen à mon goût, pour retrouver, pour en fait réformer la politique agricole commune. Et les deux vont devoir se mettre d'accord pour cela. Donc quand on dit Bruxelles, en fait la Commission européenne, le Parlement, la Commission européenne, si vous voulez, on va dire que c'est le drapeau bleu là, elle ne fait qu'appliquer ce qu'ont décidé les représentants de nos citoyens. Et la France, dans cela, elle est où? Eh bien, elle n'est pas qu'au niveau du gouvernement français, elle est aussi au niveau de nos députés européens, qui sont de partis politiques différents,
Et elle est aussi au niveau, par exemple, des régions, dans le comité des régions, pour répondre à la question de Brigitte. Et à travers le comité des régions, vous avez des collectivités locales qui s'expriment et qui disent, nous, région, par exemple, de Lorraine, nous pensons que les aides aux agriculteurs ou aux petits agriculteurs sont prioritaires, devraient être prioritaires. Et vous avez un autre comité qui est important aussi, le comité économique et social, qui va au niveau des syndicats, au niveau des employeurs, des employés, mais aussi des représentants de professions libérales et des agriculteurs, exprimer la priorité de leur profession. Et ensuite, on fait cette négociation-là, donc on prend l'expertise de différentes personnes qui ne sont pas forcément d'accord. Certains agriculteurs vont vouloir interdire par exemple le glyphosate sans problème, et d'autres agriculteurs vont dire c'est impossible, donnez-moi une alternative qui soit financièrement possible pour moi en tant qu'agriculteur. Et donc tout cela va prendre du temps, on va négocier entre le Parlement européen d'un côté et nos gouvernements de l'autre. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'autres acteurs avant pour prendre ces décisions-là. Et surtout, qu'elles ne sont pas basées sur du vent. Elles viennent en fait d'un endroit très très spécifique qui est Bruxelles, avec énormément d'acteurs très différents. On prend un autre exemple, la grotte de Chauvet en Ardèche. Lorsque j'y suis allé, donc près de Privas, nous avons eu un débat sur l'Europe en septembre. Figurez-vous que la première attraction touristique de l'Ardèche est bien sûr les grottes de Chauvet préhistoriques. Mais elles étaient tellement fragiles qu'on a fait une grotte réplique qui a coûté des dizaines de millions d'euros et donc l'Union européenne a cofinancé cela à hauteur de plus de 10 millions d'euros. Eh bien, d'où vient cette décision-là? C'est pas comme si un gentil eurocrate avait décidé de donner 10 millions d'euros du budget européen. C'est une décision qui, en fait, applique des lignes thématiques, donc des politiques, des priorités que nous avons décidées. Qui sommes-nous, nous, en tant que députés européens au Parlement européen, élus par les citoyens européens, en France notamment, nous aussi en tant que gouvernement des 28, donc par exemple tel et tel gouvernement va être très sensibilisé à la protection du patrimoine culturel, notamment l'Italie, la France, la Grèce par exemple, et donc ils vont élaborer des politiques ensemble. Après, ils vont se disputer pour se dire, mais est-ce qu'on devrait doubler le budget? Est-ce qu'en fait, on devrait financer ça à hauteur de 50%, à hauteur de... Tout cela, tous ces détails, entre guillemets, sont très importants à la fin pour la région d'Auvergne ou le département de l'Ardèche pour savoir s'ils vont devoir payer 10 millions d'euros de plus ou pas pour rénover la grotte de Chauvet. Et donc, on arrive après au produit final. La décision est faite. Nous allons soutenir à hauteur de, par exemple, 1 milliard d'euros par an la sauvegarde du patrimoine culturel européen. Et donc, la Commission européenne va appliquer cette décision. Comment? Eh bien, en finançant la restauration de la grotte de Chauvet avec une réplique. Peut-être qu'on regarde encore un autre exemple. Il est quelle heure? On est encore dans le temps. Netflix, on en a parlé à l'accueil en Brie. En septembre dernier, on a eu le directeur de Netflix qui est venu à Paris faire une conférence de presse et qui nous a dit « J'adore le cinéma français et donc je vais investir massivement dans le film français. » Et on sait très bien maintenant, grâce à notre formation précédente, que en fait, c'est du pipeau. Il est obligé d'investir dans le film français et européen puisque l'Europe en a décidé ainsi en juin dernier d'avoir un quota minimum de 30% du contenu de Netflix qui viennent de l'Union européenne. Puisqu'actuellement, c'est seulement 1% de ces investissements qui sont alloués à notre industrie cinématographique européenne. Et donc, on a un monopole du cinéma américain sur Netflix dans leur business plan. Du coup, eh bien concrètement, encore une fois, et je le répète pour que cela soit pédagogique, on a le Parlement européen qui a voté en ce sens et on a aussi nos gouvernements qui ont voté en ce sens, en trouvant du côté des gouvernements un compromis. Donc il faut que cela représente un nombre d'États qui représente 65% de la population de l'Union européenne, d'un côté, et de l'autre, au Parlement européen, il faut qu'il y ait une majorité des députés pour que cela soit acté. Pour que l'amendement, par exemple, qui dise que ce soit 20% du contenu et non pas 30%, soit rejeté. Ou pour que l'amendement qui propose 30%, mais s'il n'arrive pas à arriver à 30%, il faut créer un fonds d'investissement pour aider le film européen, soit adopté. Tout cela va dépendre des députés européens aussi que nous envoyons. Les députés, par exemple, le Front National, ont voté contre, par exemple, puisqu'ils n'ont pas comme vision de soutenir le moindre projet européen, même si c'est pour sauver nos propres films par rapport au monopole d'Hollywood.
Et donc, qui a préparé ces décisions-là? Eh bien, encore une fois, vous avez les représentants du film français, des petits producteurs et des grands producteurs. On peut appeler ça des lobbies si on veut, mais ils représentent l'intérêt de cette industrie-là. Vous avez aussi les représentants des salles de cinéma. Vous avez tous ces représentants-là qui aimeraient bien que nos salles de cinéma ne soient pas complètement vidées de leur public. Et donc, elles vont faire ressortir leur intérêt à travers, par exemple, la ville de Paris, qui est représentée aussi à Bruxelles et qui va dire « ce serait bien que nous soutenions le cinéma européen, français ». Et l'ensemble de ces différents intérêts vont converger et vont devoir après prendre une décision. Comment est-ce qu'on tranche la décision? Eh bien, quand on fait la paix, on la tranche en parlant, en faisant des centaines de réunions chaque année. Alors au Parlement européen, ça va être en commission culture, notamment. Et puis, entre nos gouvernements aussi, ils vont avoir des groupes de travail qui vont se focaliser là-dessus. Et une fois qu'ils vont être d'accord, hop, ça devient la loi. Et donc, la Commission européenne, maintenant, est en charge, elle revient à présent, est en charge d'appliquer ces décisions. Et donc, elle peut très bien traîner Netflix en justice s'il ne respecte pas ses obligations légales au niveau européen. Alors, on va peut-être s'arrêter à là, même si j'avais plein d'autres exemples à partager avec vous. Et je vais voir s'il y a des questions, puisque, bon, sachez que ces exemples-là sont vraiment, vraiment infinis et que ça me crève le cœur de m'arrêter à là, puisqu'on en a des milliers. Mais l'idée est de toujours avoir le réflexe de vous dire, en fait, quand on dit Bruxelles a interdit, Bruxelles oblige, c'est une décision que nous avons prise ensemble. Nous, ça peut être, par exemple, je vous donne un exemple, le gouvernement français avait décidé, avec la loi Hadopi, de criminaliser le téléchargement de contenu en ligne, même si c'était un morceau de musique. Et puis, en 2008, cette position-là a dû changer au niveau européen, puisque le droit d'accès à Internet est devenu fondamental. Et donc, on a amendé le paquet télécom au Parlement européen pour imposer, en fait, à l'État français et à l'ensemble de nos administrations nationales de passer par la justice pour couper Internet à quelqu'un, puisque c'est pas n'importe quoi avoir accès à Internet pour beaucoup de gens de nos jours. Eh bien, c'est une victoire pour beaucoup de députés européens français. Par exemple, Danny Cohn-Bendit était la personne qui avait proposé cet amendement-là. Mais de l'autre côté, c'était une défaite pour le gouvernement français qui défendait la loi Hadopi. Et donc, c'est une victoire pour, par exemple, les consommateurs français, mais c'était une défaite pour les grandes maisons de droits d'auteur françaises, mais pas pour les petites. Donc, il y a toutes ces nuances-là qu'il faudrait apporter, bien sûr, dans nos politiques, dans la bouche de nos politiciennes et de nos politiciens, et aussi dans les médias, bien sûr. Voilà, je vais m'arrêter là en sachant que tout n'est pas entre le Parlement européen et le Conseil. Parfois, ils décident de donner à la Commission européenne carte blanche. Dans le droit de la concurrence, les grands poissons, il ne faut pas rigoler avec. On va passer entre le Parlement européen et le Conseil toujours pour décider si Apple peut être condamné pour distorsion fiscale. Du coup, quand Apple décide de ne pas payer ses impôts en Europe et de même pas les payer à l'Irlande, eh bien, la Commission européenne inflige une amende à Apple de 13 milliards d'euros sans que cela passe par le Parlement européen et le Conseil. On a d'autres exemples. Quand on fait des sanctions, par exemple, le régime d'Assad, vu la répression qu'il a fait massivement depuis 2011, a été sous sanction de l'Union européenne par les 28 États. Mais ce n'est pas la politique étrangère qui est sous le contrôle du Parlement européen. Le Parlement européen contrôle à peu près toutes les lois européennes, mais il y a une partie en matière fiscale, en matière affaires étrangères, en matière défense, qui reste du ressort pur des États. Et tous les États doivent être d'accord à l'unanimité pour faire une sanction contre, par exemple, le régime d'Assad. Et il y a, en l'occurrence, 150 personnes du régime d'Assad impliquées directement dans la répression en Syrie contre des civils qui sont sur la liste de sanctions de l'Union européenne. Donc ils ne peuvent plus aller dans l'Union européenne, leurs visas sont interdits dans l'Union européenne et leurs comptes en banque aussi sont gelés s'ils en ont dans l'Union européenne. Voilà, donc il y a des exceptions, mais de manière générale, on appelle ça la codécision. D'un côté le Parlement européen, de l'autre côté nos États, et en dessous de ça, toute une palette d'acteurs qui représentent toutes les nuances de notre société. Alors, je vais passer aux questions maintenant, et on est à 15 minutes à peu près. Donc, alors, les groupes politiques donnent-ils des consignes de vote?
euh, alors au Parlement européen, j'imagine que Roland veut dire le Parlement européen. Il y a des consignes de vote, bien sûr, et certains groupes politiques sont très très solidaires. Par exemple, le groupe politique du centre ou le groupe politique des Verts ont une réelle cohérence de groupe. D'autres groupes politiques, par exemple la gauche de la gauche ou l'extrême droite, n'ont pas du tout cette cohérence. On a même vu beaucoup de fois des fachos italiens se battre à coups de poing contre leurs propres alliés fachos roumains, par exemple. Ce qui avait abouti au délitement de ce groupe politique, dans lequel était le Front National. Donc, oui, il y a bien sûr des instructions de vote au sein des partis politiques pour qu'il y ait un peu de cohérence. Et cela implique donc de se concerter en amont et donc de trouver des compromis au sein même du groupe politique. Si vous êtes par exemple un député écolo français, par exemple José Bové, et que vous parlez de la politique agricole commune à réformer, peut-être que vous allez avoir, et j'en ai été témoin, des divergences avec votre collègue danois, écolo aussi, mais qui a une différente lecture de ce qui serait une politique agricole durable et qui protège l'environnement. Et donc, il faut discuter, et c'est ce que nous appelons les semaines de groupe au Parlement européen. Il faut discuter pour trouver un compromis. Donc, encore une fois, vous avez plusieurs acteurs qui discutent ensemble pour trouver un compromis qui va être la position du groupe des Verts au Parlement européen avant que cela passe en plénière. Alors, je vais voir après d'autres questions. Alors, j'ai une question. L'Europe, quel numéro de téléphone? Alors, c'est une question qui parle, à mon avis, de la politique étrangère, mais pas que. On peut parler de l'euro, on peut parler des douanes, on peut parler de plein de choses. C'est une question très, très générale. L'Europe, quel numéro de téléphone? C'est une question que Kissinger avait posée dans les années 70 en disant « Bon, il n'y a toujours pas de monsieur ou de madame Europe pour représenter l'Europe dans le monde. » Maintenant, ce n'est plus le cas. Grâce au traité de Lisbonne, on a la haute représentante, et je le dis au féminin puisqu'on a eu d'abord une femme puis ensuite une femme. Donc, on appelle ça la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune. Cette femme est l'ancienne ministre des Affaires étrangères italienne, Federica Mogherini, et elle représente, lorsque les 28 sont d'accord, la position des 28. Donc, par exemple, lorsque les 28 sont d'accord pour que le régime d'Assad soit soumis à des sanctions, alors elle va parler au nom des 28 pour dire « Voilà nos sanctions, il faut arrêter l'interdiction des médias, des ONG, de l'aide humanitaire aux civils en Syrie et arrêter les bombardements et les massacres et l'emprisonnement des détenus politiques en Syrie. Et là, nous reconsidérerons notre politique en matière de sanctions. De même sur la Russie, de même sur Cuba, de même sur le Myanmar, sur tout un ensemble, ou l'Iran d'ailleurs. Voilà. Alors, autre question. Très bonne question. Alors, j'ai Jasser qui me demande le fait que les parlementaires européens ne puissent pas proposer des projets de loi pose un problème démocratique au niveau européen ou pas? Eh bien, selon moi, c'est une fausse question, puisque le Parlement européen peut tout à fait proposer, à travers des résolutions, de créer une loi européenne à la Commission européenne. Mais les traités, depuis le début, disent bien que la Commission européenne est la seule qui soit garante de l'intérêt européen puisqu'elle est indépendante des États. Le Parlement européen est très politisé. Peut-être que le 26 mai, nous aurons 250 élus anti-européens si vous n'allez pas voter. Et donc, ces personnes-là sont politisées, ne sont pas indépendantes. Or, la Commission européenne, elle, étant garante des traités, elle est indépendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne vient pas d'une administration nationale. Et donc, elle va voir l'intérêt européen. Du coup, je vais vous donner un exemple. Vous n'avez pas de poisson dans la mer Manche, qui soit belge ou qui soit français ou qui soit anglais. Vous avez des poissons. Et donc, au lieu que 2 des 3 États se disputent ou se disent « bon, les autres vont l'interdire, moi je ne vais pas l'interdire parce que peut-être que l'un des deux ne va pas l'interdire, donc finalement je vais quand même pêcher et laisser mes pêcheurs terminer les fonds avant que les autres ne le terminent ». On arrête ça, on laisse à la Commission européenne, qui est garante des traités et de l'intérêt européen, de nous dire quel est l'intérêt ensemble pour préserver les ressources de la mer.
Et du coup, c'est comme ça qu'on a cette politique européenne de la pêche. Après, qui décide? Le Parlement européen et nos États. Mais le brouillon, c'est-à-dire le cadre que l'on va proposer, va venir de la Commission européenne. Donc, elle a le monopole de l'initiative. Ça peut paraître pas démocratique. Il ne faut pas oublier que la Commission européenne ne prend pas de décision. Elle ne fait que de le proposer. Elle va le proposer et ensuite, elle va devoir exécuter la décision qui a été prise par nos représentants. Dans 85% des propositions de la Commission européenne, ces propositions-là proviennent directement des États et du Parlement européen. Ce n'est pas officiel, mais c'est ce que la recherche nous montre. De facto, lorsque le Parlement européen s'offusque de tel ou tel développement et dit c'est inacceptable, il faut que nous réformions l'application de, par exemple, la directive sur les services postaux, eh bien la Commission européenne doit répondre parce qu'elle est responsable devant le Parlement européen qui peut lui envoyer une motion de censure. Et c'est ce qui a été le cas en 1999 lors du scandale de la Commission Santer. Donc en fait, nous avons un contrôle de la Commission européenne qui est élu tous les 5 ans par le Parlement européen et les États qui les choisissent, qui a des auditions pour chaque commissaire lorsqu'ils sont présentés en septembre, mais ensuite ils sont vraiment indépendants pendant 5 ans pour ne pas être soumis à des pressions. Imaginez le commissaire européen français juste après la crise financière, Michel Barnier, qui était en charge des services financiers, il a proposé 38 lois européennes, donc des directives et des règlements, pour réguler la finance. Cela ne faisait absolument pas plaisir aux banques, aux grandes assurances, à des hedge funds, aux agences de notation, mais il l'a fait parce qu'il est indépendant du lobby de la finance et donc il a dû travailler certes avec les représentants de l'industrie, mais aussi les représentants des consommateurs, des ONG comme Finance Watch et les députés européens. Et donc après, il a proposé, nos gouvernements et le Parlement européen ont trouvé un compromis et la Commission européenne doit ensuite l'appliquer. Par exemple, en instaurant des plafonds sur les bonus que peuvent percevoir les traders en salle de marché. Donc voilà, concrètement, le droit d'initiative, il est au Parlement européen, il est à nos États, mais c'est juste que formellement, il faut que la Commission européenne, qui est indépendante, le propose. Donc là, on est à 21 minutes. Je vais prendre peut-être encore une autre question. Alors. Alors, j'en ai une. Qui a le plus de pouvoir, la Commission, le Parlement ou le Conseil? Alors, c'est encore une bonne question. Alors, on l'a vu, en fait, dans la plupart des lois, dans la plupart des domaines, le Parlement européen et le Conseil ont autant de pouvoir. Ils co-décident. Et donc, si l'un n'est pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien qui se fait, en fait. Par exemple, lorsque le Parlement européen rejette l'accord entre les 28, ou enfin, de ce temps-là, les 25 et les États-Unis, sur l'échange automatique des données bancaires des Européens en matière de lutte contre le terrorisme, eh bien, le Parlement européen oblige la Commission européenne à revoir sa copie. À zéro. On recommence. Et donc, tant que les deux ne sont pas d'accord, il n'y a pas d'accord européen. Et là, je vais prendre une dernière question. Alors, l'indépendance de la Commission serait-elle menacée si la vague populiste s'étendait? Je ne pense pas, grâce au traité, que l'indépendance de la Commission européenne soit menacée, sauf si, effectivement, tous les gouvernements, tous les députés européens, ou la majorité d'entre eux, prenaient le pouvoir et, bien sûr, voteraient démocratiquement pour sabrer, en fait, toutes les compétences de la Commission européenne. Tout ça, ça dépend de vous. Donc, c'est en fait une très bonne question. Et ça nous remontre que notre engagement, il n'est pas pour rien. Notre Europe démocratique, elle n'est absolument pas là pour rester si nous ne nous en occupons pas. D'où l'intérêt de ces formations en Europe. Et donc, je vous dis à dimanche prochain, à 18 h. Je ne sais pas de quoi on parlera, puisque cela dépendra de vous. Et vous devrez me répondre, soit en commentaire, soit en sondage sur Twitter, comme vous le souhaitez, si vous avez le temps, bien sûr. Et n'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo-là un peu plus tard, dans les commentaires, à poser d'autres questions, d'autres remarques, d'autres propositions, ou si vous n'êtes pas d'accord, bien entendu, aussi à l'exprimer. Merci beaucoup et bonne semaine.